Le vendredi 16 février 1770, Catherine Berthe descend la rampe de la Pousterle, les mains liées par un morceau de tissu. Elle est amenée dans la prison où elle avait été enfermée quelques semaines plus tôt. À la question du juge lui demandant de se présenter, elle répond « Je suis Catherine Berthe, veuve de François Roux. Il était travailleur de terre à Saint-Restitut, en Dauphiné, à demi-lieue de Saint-Paul, les Trois-Châteaux. J'ai 58 ans et je suis originaire de la Garda-des-Mares, lieu de ma patrie. » Avez-vous été élargi des prisons ou d'autorités de justice où vous êtes-vous évadé? Des prisons de Roquemaure, où j'étais enfermée sur une fausse accusation, j'ai été conduite à celle du Saint-Esprit et de celle-ci à celle de Nîmes. Puis de celle de Nîmes, je fus renvoyée à celle de Saint-Esprit et en route, me trouvant à Bagnoles pour retourner à Nîmes, je me suis évadée le 25 novembre dernier. Voilà donc une femme qui se situe par rapport à son mari défunt. C'est que jusqu'à il y a seulement quelques décennies, les femmes n'avaient pas véritablement d'identité sociale propre. Elles étaient toujours positionnées par rapport à un parent de sexe masculin, un père ou un mari. Catherine Berthe a été arrêtée avec d'autres. Dans cette affaire, les autorités recherchent un homme à l'œil tiré, soupçonné d'avoir assassiné un couple de métayers chez eux la nuit. Celui-ci étant un étranger, on arrête tous les vagabonds et gens sans aveu présents dans la ville. Sans mari, de nombreuses veuves de basse condition se retrouvent seules à la rue. Elles trouvent dans un groupe de vagabonds une compagnie et une solidarité. Le 15 septembre 1596, une délibération du Conseil mentionne la veuve de François Brault, sans la nommer en particulier. Les officiers de justice ont ordonné au consul de la sortir de la ville à peine de l'amende de 10 écus. Soupçonnée de lèpre, ses biens seront vendus à l'Ancan afin de payer la léproserie où elle finira ses jours. Bonjour, je suis la veuve Centenier. En 1724, la veuve Centenier s'investit corps et âme dans le soin des pauvres malades à l'hôpital où elle est logée et nourrie. L'année suivante, elle n'a plus assez de force pour cette charge, mais les consuls l'assurent du gîte et du couvert jusqu'à sa mort pour ses pieux services. Quand les veuves ne sont pas seules, la vie est moins hasardeuse. Voilà la demoiselle Aubarel, venue se plaindre à l'hôtel de ville d'une surcharge fiscale. Bonjour, je suis la demoiselle Aubarel, et j'ai une requête à adresser à messieurs les consuls de la ville. Cette démarche est une aubaine pour l'historien qui voit les conseillers municipaux discuter entre eux de cas précis en détaillant la structure familiale et les différents revenus. La veuve. C'est vrai que ma situation a évolué positivement puisque mes 4 enfants sont restés avec moi et certains travaillent. J'ai placé 2 enfants chez les pères doctrinaires à Avignon. L'aîné est marchand droguiste en ville. J'ai une fille qui y travaille dans une filature de soie. Mais mon fils, le plus jeune, est capité comme les domestiques. Le consul. C'est qu'il travaille parfois. Nous savons qu'il fait son labeur régulièrement chez les Corançons de Saint-Géniès de Comolas et ici dans leur métairie. D'autres veuves succèdent à leur mari à la tête d'une belle fortune. Le 28 septembre 1777, le Conseil prévoit d'agrandir l'hôpital et d'en revoir l'organisation grâce aux dons nombreux qui sont faits par une personne pieuse et charitable. La demoiselle de Corançon fixe une condition à ces dons généreux, 1500 livres payés en 2 fois, consistant en la réservation d'une chambre dans l'hôpital pour la fille de service qui l'accompagnera jusqu'à son décès, et cela tout au long de sa vie. Le Conseil s'y engage et fera faire un portrait de la demoiselle de Corançon dans un cadre doré que l'on placera dans la salle du bâtiment que l'on va construire grâce à ces dons.
Le sieur Bourgeois, peintre d'Avignon, est choisi pour être l'auteur du portrait. Si les veuves ont leurs derniers jours fortement déterminés dans leurs conditions matérielles d'existence, elles sont souvent la cible de prédateurs sexuels qui voient en elles des proies idéales car elles n'ont plus aucun homme à leur côté chargé de préserver leur honneur. Voici la déclaration de grossesse de la demoiselle Louise de Canges, veuve de Goubert, 40 ans. Il y a environ 10 ans que j'ai eu occasion de faire connaissance avec le nommé Alexis Arnaud Fils à Joseph Charan, aujourd'hui habitant de Saint-Victor-de-la-Coste. J'ai entretenu cette connaissance pendant quelques années, ce jeune homme travaillant journellement avec mon mari. Étant devenue veuve depuis 11 mois, le jeune homme était venu me voir pour me solliciter de me marier avec lui. Je n'ai pas douté de sa bonne foi et j'ai eu la faiblesse de me livrer à lui. Je me trouve enceinte de ses œuvres depuis environ 6 mois, et il a rompu sa promesse. Elle ajoutera dans sa déclaration de grossesse que le jeune homme lui a en outre volé une épée de joyau. Il serait même revenu une fois encore, promettant toujours le mariage afin d'abuser d'elle une fois encore. Ces situations étaient courantes jadis. Les femmes pouvaient se retrouver veuves très jeunes et elles trouvaient souvent à se remarier. L'amélioration des conditions de vie, le vieillissement de la population, le développement de la protection sociale ont fait évoluer ces problématiques. Mais les femmes continuent de survivre à leur mari dans la majorité des cas. C'est là une loi naturelle qui s'impose à nous et qui, pour des théoriciens de l'évolution, constituerait un maillon essentiel de l'évolution de l'espèce humaine en tant qu'espèce toujours plus culturelle.